Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 février 2019. Alors j'ai procédé, comme vous en avez été témoin, à l'exorcisme final par la cérémonie de la sauge ainsi que vous avez été plusieurs à me le conseiller, incluant l'oracle. Et l'oracle, je n'en dirai pas davantage ici, qui traverse un moment un peu difficile sur le plan... non pas... Ouais, un moment difficile. Mais il m'a dit cette phrase qui m'a... en fait, une phrase qui, tôt ou tard, on est obligé à laquelle on est obligé de réfléchir et de s'en pénétrer psychiquement. Ça va être difficile de mourir. Ça va être difficile. Ça va être plus difficile que je pensais que mourir. Ben évidemment. Ce qui m'amène à moi-même à réfléchir à... Mais ça, je vais pas... Est-ce que je vous parle de ça? Ben, moi déjà, depuis un moment, je vis comme si j'étais déjà mort, en fait. Et c'est assez étrange comme sentiment de vivre comme si on était déjà mort. En fait, vivre comme si on était déjà mort, eh bien, à la fois, il y a un sentiment de sérénité et de détachement et d'urgence aussi. D'urgence de vivre, d'urgence de faire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et que ces choses-là. Évidemment, pour faire les choses qui nous tiennent véritablement à cœur, il faut concéder d'en faire quelques-unes qui nous déplaisent. Mais il faut faire son deuil cependant, il faut renoncer à certaines activités inutiles et dangereuses. Inutiles parce que dangereuses parce qu'inutiles. Alors examinez dans votre vie toutes les choses que vous faites et qui ne vous apportent pas ne nous apportent pas le sentiment d'un accomplissement. Eh bien, soyez impitoyable envers vous-même et rejetez et éliminez de votre vie ces choses-là. Moi, plus ça va, plus j'élimine, je dois dire. Euh, alors, bon, pour en revenir, je vais vous raconter deux choses aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est incroyable. Hein? C'est quand même incroyable comment on peut parfois, quand on est dans, dans le bon chemin, je dirais, on peut coïncider avec sa propre vie, coïncider avec son état intérieur. Et il nous arrive des choses extérieures qui sont en phase avec notre état d'esprit. Depuis 5 ans, depuis que je suis avec Fabienne, vous le savez, je ne suis... En vérité, je ne suis plus le même homme. En fait, je suis pas... C'est pas vrai. Je suis en train de simplement de devenir enfin moi-même. Mais quelle aventure courageuse que l'amour. Alors, il y a deux choses que je voulais vous dire. Bon, là, j'ai procédé. Je pense que la bibliothèque de cet homme, au final, très malheureux, hein. Parce que hier, je vous ai dit, bon, ben, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, que j'ai omis de vous dire, que j'ai oublié de vous dire. Mais il y a plein de choses que j'ai omis de vous dire, mais ça, c'est volontairement. Mais le type avait une formation scientifique. Alors donc, sa bibliothèque, elle était en ordre. Et c'est pas lui qui l'a mis dans un état de, de qui l'a transformé en foutoir. C'est les héritiers. Les héritiers qui ont littéralement tout pillé. Alors, c'est une scène de pillage, au fond, à laquelle j'ai assisté. Règlement de compte, pillage, et j'oserais même dire détournement de cadavres. Parce que c'est assez incroyable de penser qu'ils n'ont pas cru bon, malgré qu'ils se sont emparés de pratiquement tous ces biens, et ces biens personnels. Certains d'entre eux, je comprends qu'ils ont
qui ont pris le chemin des poubelles, mais certains, ils n'ont pas cru bon de publier une notice nécrologique. Ils n'ont pas cru bon de mettre quelques centaines de dollars, sinon quelques milliers de dollars pour... Ils l'ont fait disparaître la surface Terre. Ça, c'est quand même... Et puis, c'est un nom québécois, c'est un patronyme québécois, mais assez rare. Alors donc, il n'y avait pas de raison de... Je veux dire, c'était facile à trouver. Aucune trace. C'est pas compliqué. Aucune trace sur les réseaux. J'ai passé un petit moment ce matin à vérifier mes assertions. C'est comme si cet homme-là n'avait jamais existé. Et ses héritiers qui ont tout pris, hein, ils ont tout pris. Naturellement, des héritiers secondaires, tertiaires, non pas des proches périphériques, je dirais. Malgré j'ose même pas imaginer, parce que c'est un homme qui avait des moyens, j'ose même pas imaginer à quel point ils se sont enrichis. Et à quel point ils se sont enrichis, et à quel point ils ont pas eu une élégance minimale de lui rendre hommage. Alors, d'une certaine manière, oui, c'est un grand malheureux. Je subodore, je subodore, mais j'analyse encore les raisons qui ont fait qu'il y avait autant de livres pas lus. Hein? Et est-ce qu'il y avait en lui une sorte de désir de dépassement contrarié, où ses livres et sa musique étaient devenus un refuge contre la difficulté qu'il avait à vivre, la difficulté qu'il avait à établir des relations harmonieuses avec ses semblables, mais assurément des proches, il n'y en avait pas dans sa vie. Il n'y avait aucun proche, aucune personne, puis par une sorte de... C'est moi là, qui se retrouve avec tout ça. Là. C'est moi qui se retrouve peut-être avec... Je sais pas si ce qui est... Comme je vous dis, il y avait beaucoup d'argent. Et les gens qui ont... Nous qui n'en avons pas, peu, on ne sait pas à quel point ça peut être difficile, le déclassement social. La peur du déclassement social. Moi qui viens d'un milieu pauvre, ben, je n'ai fait que monter. Alors, quand on part au ras du sol, même si on se rend au premier étage, c'est déjà un exploit. Mais quand on est dans un milieu privilégié avec le capital culturel symbolique qui est lié, avec le fait que nos parents nous ont envoyés dans les meilleures écoles, et qu'on est en compétition aussi avec nos pairs du même milieu social, et la compétition entre petits bourgeois et bourgeois, elle est d'une férocité que les pauvres ont peine à s'imaginer. Hein? C'est pour ça aussi que les riches ne regardent pas en bas, ils regardent autour, et parfois avec beaucoup de chagrin, ils regardent au-dessus. Mais le déclassement social brouille le jugement moral. La peur du déclassement social peut nous empêcher de penser correctement et voire même d'agir correctement. En fait, je pense qu'on peut être prêt à tout pour ne pas vivre cette déchéance-là qu'est le déclassement social. Alors, lui peut-être avait-il aussi cette peur-là. En fait, cette bibliothèque-là, c'est la somme de toutes ses peurs, je dirais. Et c'est vraiment étonnant. Mais là, bon, je pense qu'elle est vraiment exorcisée. Je pense que maintenant... Alors moi, d'une certaine manière, je lui rends hommage. D'une certaine manière, je lui offre symboliquement le service auquel ses proches ne lui ont pas accordé. Je lui offre karmiquement la possibilité peut-être d'aller... En fait, je lui rends hommage, tout simplement, à l'être humain qu'il a été, à l'être humain très certainement malheureux, qui a commis des choses assez... qui vivait pas bien, il vivait pas selon
Il vivait pas bien. Il vivait pas selon Il vivait pas bien. Il vivait pas en phase avec lui-même. Il était déphasé. Déphasé. Sans doute, j'ose même pas imaginer de quelle manière il est mort. J'ai pas osé poser de questions parce que, vu le comportement des héritiers, c'était clair. Il fallait vite, vite. Et les livres et les disques restaient. Il y en avait trop, comme je vous dis, pour pouvoir en disposer. Et sans doute, en fait, pas sans doute, ça n'intéressait personne. Alors, voilà. Hier, je vous faisais part de ce don-là. C'est quand même incroyable, la Bible. Vous allez voir, je vais conclure là-dessus. Je vous faisais part de ce don-là que j'ai de deviner quand je suis en présence d'une immense masse de livres, quels sont les livres qui sont autographiés. Je sais pas, j'ai ce don-là depuis que je suis tout jeune. Vous savez, je l'ai dit souvent, je fréquente les librairies depuis que je suis enfant. Et je le sais, je reçois un signal, je ne sais pas comment ça se fait, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais je le sais. Alors, je vous faisais part de cette espèce de drôle de don-là, qui est mien. Je vous faisais part de ça hier, dans la vidéo d'hier. Eh bien, peut-être une heure et demie après, parce que avant d'ouvrir la librairie, je continuais à trier le plus rapidement possible et trier des livres aussi qui vont aller au CHUM, hein, dans les ventes, qui font des ventes caritatives, des livres qui ont une chance d'être vendus et qui ont une chance de retrouver un lectorat. Et j'étais donc en train de trier ça avec ma rapidité habituelle. Et tout d'un coup, j'ai pris un livre entre mes mains et là, j'ai reçu l'information que ce livre-là était autographié. Je vais vous le montrer. Bon. Et je vais vous en lire des passages. Et sans doute, comme hier, où j'ai lu un passage sur les vies d'occasion, hein, de François Mauriac, c'était tellement en phase avec ma vie et la vidéo que c'est pas possible. C'est pas possible, ce genre de coïncidence-là. Évidemment, pour un Jungien bon teint, comme je le suis, les événements synchronistiques, pour moi, personnellement, n'ont plus de secret depuis la petite vingtaine. Oh, puis même peut-être un peu avant. Depuis l'adolescence. Je suis très sensible à ces coïncidences, à ces liens causaux qui se manifestent. Mais tout n'est pas... D'ailleurs, il ne faut pas sombrer, parce qu'on peut sombrer dans la folie. Tout n'est pas synchronistique. Tout ne signifie pas tout. Il s'agit de faire un tri. Et il s'agit de faire un tri aussi dans ce qu'on reçoit et qui nous permet d'avancer. Faut pas rester uniquement dans... Faut pas rester sidéré par les coïncidences. Il faut utiliser les coïncidences comme des indications pour aller vers ce que nous sommes. Alors ce livre-là, c'est Calepin d'un flâneur, hein, de Félix Leclerc. Et voici l'autographe. Alors, c'est Félix Leclerc. Hein? Alors, et ce sont des aphorismes, un style d'écriture dont je suis très, très friand pour en faire moi-même un usage abondant sur ma plateforme Facebook. Et je suis également un lecteur depuis toujours. C'est une forme que j'apprécie. J'apprécie ça. Ben, écoutez, vous connaissez les qualités des aphorismes. Mais voilà. Trop et pas assez sont deux excès. C'est pourquoi l'abondance et la famine sont deux fléaux. Hein? L'abondance et la famine sont deux fléaux. Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Passe loin de lui, il a étudié la littérature dans une cellule. Trop souffrir rend aigre, pas assez niais. Si je n'étais pas si lâche, je serais pauvre. Parfois, il se désole à cause du seul talent qu'il a,
celui d'être méchant. Il y a une différence entre le snob et le blasé. Le snob fait la grimace avant d'avoir goûté, le blasé après. Du berceau à la mort, une présence, la crainte. Impossible d'être heureux avec de l'imagination. On n'écoute que ceux qui exagèrent. La guerre qui durait depuis 10 ans et qui a fait 40 millions de morts est terminée. Racontez-moi ça, dit le trappeur, et il se place en face de vous et il écoute cette histoire comme on écoute une histoire. Le large sourire épanoui de ceux chez qui tout va mal. Sorti de la boue, le ver de terre meurt. Celui qui est dans ton dos est dans ton dos. L'oubli est une science. Ça, c'est tellement nietzschéen. Ouais. Devenir amnésique. Ça, là, je peux vous dire, moi, en fait, des fois, souvent en boutade, je dis à des clients, je n'ai que des titres de titres dans la tête. Et ma propre vie finit par s'effilocher. La mémoire de ma propre vie finit par s'effilocher dans les limbes. Je dirais même, je ne m'intéresse plus. Les deux sortes d'auteurs, ceux qu'on nie pas et ceux qu'on relie. Alors, trois petits derniers. Appropriés. Comme des vautours qui sentent de loin le cadavre, la parenté plane au-dessus du bonhomme à l'agonie. À la fin de nos vies, nous ferons l'addition et c'est moi le paresseux qui aura vécu. Le censeur est un homme qui se nourrit de la privation des autres. Alors, le calepin d'un flâneur, Félix Leclerc. Voilà. Félix Leclerc qui, en fait, oui, vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît Félix Leclerc. Mais Félix Leclerc ne voulait pas être chansonnier. Il voulait être dramaturge. N'est-ce pas? Et c'est par dépit qu'il s'est lancé dans la chanson. Et le succès est venu de manière inopportune. Le succès est venu de manière imprévue, voilà. Peut-être inopportune aussi. Et il a fait bon cœur, bonne fortune, je dirais. Parce qu'au fond, Félix, c'était de rêver qu'il aimait, mais... Et de faire le tour, non pas de l'île, mais le tour de lui-même. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. C'est rare que je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Parce que vous êtes des êtres libres, vous aussi. Vous écoutez ce qui vous plaît. Vous faites ce qui vous plaît. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. D'être intraitable dans la dégustation de vos plaisirs. D'être intraitable dans l'utilisation de votre temps. Perdez votre temps, mais perdez-le intelligemment, perdez-le avec grâce, perdez-le avec désinvolture. Vous savez, hein, nous les lecteurs, nous les lectrices, on est des créatures précieuses. Je vais vous parler d'un autre livre bientôt, je l'aurai terminé. Le manuscrit Fitzgerald, de John Grisham, hein, roman policier. Je lis très 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 peu de romans, mais ça se passe dans le milieu de la bibliophilie, dans le milieu de la librairie aussi. C'est pas mal fascinant parce qu'il y a des portraits d'écrivains là-dedans. C'est un roman policier. John Grisham,
dont plusieurs de ces romans ont été portés à l'écran. La Firme, L'Affaire Pélican, avec beaucoup de succès. Ce sont des films intelligents, films grand public, mais vraiment bien construits. Et étonnamment pour moi, chaque fois que je vois un film américain qui est tiré d'un scénario d'un roman de John Grisham, je suis toujours intéressé à le voir. Alors celui-là, je ne sais pas quand ils vont le porter à l'écran, mais c'est sûr que je vais aller le voir. Parce que tous les livres, il y en a plusieurs romans policiers qui se passent dans le milieu de la bibliophilie. Lawrence Block, entre autres, un auteur américain, c'est un libraire d'occasion. Un de ses personnages principaux de ses romans, c'est un libraire de livres d'occasion et qui fait des petits larcins. C'est un voleur en dehors de ses heures. Mais un petit voleur. Et c'est plutôt. C'est des romans policiers, mais bon, c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de cadavres, en tout cas, dans les romans de Bloch. Et Pérez Réverté, le Club Dumas, qui là montre la folie de la bibliophilie. Et Polanski a adopté la 7e porte, ou la 9e porte, a adapté à l'écran le Club Dumas de Pérez Réverté. Et Polanski, on ne pourra pas voir le film au Québec. Ça, je veux dire, en tout cas, je ne vais pas partir là-dessus, là, mais je commence à en avoir vraiment marre qu'on me dise quoi lire, quoi pas lire, quoi voir, quoi pas voir. Je me demande d'où ces censeurs-là tiennent leur autorité. Je me demande, franchement, je suis dégoûté, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. En tout cas, je pense que je vais rien dire parce que je vais m'emporter, puis on va en avoir pour 15 minutes encore. Sans doute, je vais finir par vous dire tout ce que je pense sur cette censure-là, mais elle est partout maintenant. Ça y est, c'est lâché. Les vertueux sont lâchés comme des chiens enragés. Ils m'épatent, ces gens-là. Hein? Je sais pas, ils sont capables de voir la ténèbre qu'il y a en eux, ça m'étonnerait. Ils préfèrent la voir chez les autres. Et j'ai donné une entrevue, je ne vais pas vous parler de ça non plus, mais j'ai donné une entrevue au Devoir il y a 2 jours, à une journaliste du Devoir, sur la contre-culture, on va dire, pour ne pas en dire davantage, pour l'instant du moins. Mais c'est ça qui est merveilleux avec quand on dispose de sa propre parole, comme c'est mon cas, on peut dire ce qu'on a envie de dire, et on peut répliquer à tout ce qu'on a envie de répliquer. Alors ça, cette parole-là qui est mienne, est peut-être mon bien le plus précieux, avant même ma propre vie, je dirais. Parce qu'un homme, en fait, une femme, un homme, c'est quoi qu'il possède en propre? La seule chose qui est vraiment à lui et dont il est et elle tributaire, c'est sa parole. Alors un homme, une femme sans parole, c'est un être sans existence. Aucune. C'est plein de gros malins qui n'ont pas de parole. Ou c'est plein de gros malins qui décident de qui parle pas. Moi en tout cas, ces producteurs-là, je les emmerde. Et je vais vérifier c'est quel daube ils nous proposent là, dans leur cinéma. Et je vais peut-être me faire un devoir de ne plus les... Ils décident de ce que je vais voir. Moi, je vais décider de ce que j'achète. Je suis vraiment outré, mais de toute façon, c'était pas l'objet de la vidéo. Alors, je vous remercie. Portez-vous bien. Passez une belle journée. Et à demain, peut-être, pour de nouvelles aventures. Mais assurément, très très bientôt, je vous reviens avec John Grisham. Le manuscrit Fitzgerald. Pas mal sensationnel. La description du libraire, elle est pas mal juste. Mais, semble-t-il, c'est un gredin, lui aussi. Peut-être, mais on souhaite que non. Allez, merci, bonne journée à tous.